Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de venir sur la chaîne YouTube d'Épargnant 3.0, une chaîne, un blog, des livres, des formations qui vous expliquent, qui vous donnent de l'aide pour mieux investir en y passant 1 minute par mois, en utilisant les bonnes pratiques de la gestion passive. Et aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer et d'avoir invité Guy Parent qui va se présenter, mais qui s'occupe de Vanguard en France. Et Vanguard, c'est quasiment l'inventeur de la gestion passive, ou en tout cas un des plus grands promoteurs dans le monde de la gestion passive. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir sa vision et je suis vraiment ravi d'avoir Guy ici. On va parler des produits Vanguard, c'est vrai, mais aussi on va parler de la gestion passive dans son ensemble et d'avoir des insights pour vous, que vous compreniez ce qui se passe derrière les fonds, derrière les ETF et parler un petit peu du marché. Bienvenue Guy, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Merci Edouard. Oui, oui, je suis très content là, de partager ce moment avec vous. Alors peut-être quelques petits mots sur Vanguard pour commencer, qui en effet a été créé en 1975, donc il y a maintenant, qui commence à avoir pas mal de bouteilles, et qui dès l'origine a eu une particularité importante, c'est que ça a été créé sous une forme de mutuelle, puisque les actions de Vanguard sont détenues par les clients aux États-Unis. Et ça a imprégné, ça a impulsé une philosophie vraiment très particulière au groupe, qui est d'être un groupe extrêmement orienté client, puisque finalement, comme le disait notre fondateur Jack Bogle, nous n'avons qu'un seul maître, c'est nos clients, on n'a pas d'actionnaires à rémunérer. Et donc, tout ce qu'on fait, toutes nos décisions sont construites exclusivement dans le souhait, la volonté d'apporter les meilleures solutions possibles à nos clients et de les satisfaire. Et notre devise, une de nos devises, c'est d'aider les investisseurs à réussir leurs investissements justement sur le long terme. Donc voilà, Vanguard est donc devenu un très très gros groupe aujourd'hui, un des leaders mondiaux. On a commencé historiquement avec de la gestion passive et très vite on s'est lancé avec de la gestion active, un petit bloc de fonds de gestion active, et on s'est très très vite orienté vers la gestion passive où on est devenu aujourd'hui un des plus grands promoteurs et gérants de ce type de produits. Vous avez encore de la gestion active, mais de la gestion active qui est à bas coût, parce que de ce que j'ai compris, Voilà. Alors, Jack Bogle, il n'est pas contre la vraiment, gestion active en tant que telle. En revanche, il est contre exactement. les frais élevés. Voilà. Exactement. Vraiment, l'idée, c'est que les frais sont un destructeur systématique de performance. C'est une évidence. Quand on additionne les frais payés année après année, ça finit par faire des sommes très importantes. Et c'est l'intérêt de la gestion passive, c'est qu'elle peut se faire à très très grande échelle, et donc de manière très peu coûteuse. Et donc, cette économie qui est faite permet bien souvent d'avoir des résultats qui se placent très très bien par rapport à la gestion active. Il y a toujours des fonds de gestion active extraordinaires, mais souvent on les connecte après coup. Et donc, la gestion passive est quelque part une sorte de sécurité, parce que ça vous permet d'avoir un rendement et une performance tout à fait honorable, en général dans la première moitié du classement, grâce à des coûts très très Même mieux, très moi j'aurais importants. tendance à dire. Oui, c'est plutôt Plutôt dans 20 dans les... les 20 ou 10% meilleur quand même Voilà, sur le long terme, mais bon. ouais, Ouais. ouais, tout à fait. Et Donc, avec beaucoup moins d'aléas, surtout, puisqu'on a la ouais. performance du marché systématiquement. Il y a pas, même si vous avez une bonne gestion active, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir quelqu'un de très investi sur un secteur qui va devenir mauvais tout d'un coup parce qu'il y a un choc sur le marché, et perdre tout d'un coup beaucoup d'argent voilà. Donc ce risque-là est beaucoup plus maîtrisé, surtout quand on est sur des produits bien diversifiés. Voilà, effectivement. Et surtout en France, on parlera des produits de Vanguard que vous proposez. C'est quand même des indices larges en général, plutôt que des indices Oui. de niche. Et effectivement, voilà, ça permet de bien suivre le Ouais. marché. Voilà. C'est un de nos credos et on reviendra dessus, oui, tout à fait. Et donc, d'être orienté client, ça veut dire effectivement que les clients aux États-Unis peuvent voter au Board of Trustees aux États-Unis. Malheureusement, les fonds français, on ne peut pas faire ça. Peut-être qu'un jour, ça viendra. Je ne sais pas si vous avez ça.
Et puis, c'est aussi effectivement les frais qui ont constamment baissé. Effectivement, qu'on a investi dans un fonds Vanguard, sans rien faire, et ben, hop, vous réduisez les frais de temps en temps. Alors, pas tous les ans, mais c'est ce qu'on observe surtout aux États-Unis. Et voilà, je crois que c'est quelque chose qu'on a pu observer depuis le début de Vanguard. C'est tout à fait, quoi. C'est ce qui résulte de ce que je vous indiquais avant, c'est-à-dire que en tant que Vanguard, on ne fait pas de bénéfices. Par contre, on va pas distribuer de bénéfices aux actionnaires qui sont nos clients. Par contre, on va leur retourner la profitabilité qu'on dégage et des économies d'échelle, surtout qu'on fait parce qu'on a des produits qui atteignent des tailles très importantes, au travers de frais qui sont en permanence ajustés. De manière très exceptionnelle, d'ailleurs, ils ont pu être remontés dans des grandes crises de marché où des tailles ont baissé de manière très importante, mais le grand trend quand même sur ces 45 années à 50 ans, c'était une baisse très très régulière. Et aujourd'hui, donc c'est-à-dire que chez nous, vraiment, les prix, ce n'est pas quelque chose de tactique, de commercial, on ne va pas faire une promotion sur quelque chose, c'est vraiment structurellement la philosophie de Vanguard d'essayer d'apporter dans les meilleures conditions possibles ces gestions à nos clients. Et on réfute un petit peu le terme de guerre des prix parce qu'on nous dit vous faites la guerre des prix. Non, c'est vraiment notre ADN que d'essayer de faire les choses les moins chères possibles. Et partout où on est, du coup, les autres gérants en général vont s'aligner ou avoir des prix qui finalement sont relativement proches. Donc on n'est pas forcément le moins cher, mais on est toujours dans les moins élevés en termes de prix parce que c'est notre approche, c'est notre philosophie. Là où d'autres acteurs peuvent être beaucoup plus tactiques, avoir des prix élevés sur des produits de niche, et puis là où sur des produits plus cœur comme les nôtres, être à des niveaux à peu près comparables. Effectivement. Vous parlez de promos aux États-Unis, effectivement, sur certains ETF, il y a des promos pendant 1 an, 2 ans, avec des taux qui vont jusqu'à 0. On n'a pas encore vu ça en France, à ma connaissance, mais effectivement, il y a des stratégies commerciales, y compris des gestionnaires d'actifs passifs, effectivement, qui peuvent être assez différentes. Voilà. Oui, ouais, vraiment, nous, on veut vraiment rester sur le sens des choses, c'est-à-dire qu'un produit gratuit n'est jamais complètement gratuit, il y a quelque chose derrière. Et nous, l'intérêt, c'est d'être très économique, mais pas forcément gratuit non plus, parce que gratuit veut dire on ne travaille pas gratuitement. Alors, quand on regarde les fonds, les Vanguard aux États-Unis, c'est quand même pas loin. Mais grâce à la taille, ça fait que c'est pas gratuit. Mais bon, on arrive à du 0,03 sur les fonds et ETF les moins chers, il me semble. Et voilà, c'est une question un peu de comparaison de marché qui, je pense, va intéresser pas mal de nos auditeurs. Vous êtes à 0,25 sur la plupart de... Ouais, c'est un petit peu moins élevé en moyenne sur nos produits. Alors 0,03 en général, le produit le moins cher et qu'on peut comparer, c'est le S&P 500. Ouais. Et en Europe, on est à 7 centimes, donc 0,07. Ouais. Après ça, sur des produits Action Europe ou des produits pays développés, on va être dans les 10-12 centimes ou entre 10-12 centimes. Et puis sur des produits un peu plus larges ou compliqués, comme les émergents des produits monde, on va s'approcher des 20 centimes. Ouais, c'est le monde. C'est vrai que ma référence, c'est souvent le monde. Ouais, qui est le marché le plus diversifié, le plus simple. Donc c'est vrai que c'est souvent celui-là que je... Et les obligataires, on va plutôt être entre 7, 9, 10, 12 centimes à peu près. Mais néanmoins, c'est vrai qu'il y a même alors tout ça, on arrive sur des niveaux qui, de toutes les façons, sont très faibles et qui, par rapport à cet impact sur la performance de long terme, sont tout à fait acceptables. C'est vrai que les États-Unis, c'est encore moins cher et la taille du marché, la taille des produits est la principale raison de cette différence, puisque si sur un S&P 500, on est moitié moins cher aux États-Unis, c'est parce que en Europe, on a un produit qui est entre 30 et 40 milliards d'euros, mais aux États-Unis, c'est 3 ou 4 fois cette taille-là, c'est encore plus gros, et c'est le plus gros marché du monde, et forcément, les coûts sont encore plus faibles, et ça nous permet d'être encore plus compétitifs à ce niveau-là. Et le fait d'avoir à gérer plusieurs pays, etc., j'imagine que ça doit augmenter aussi
beaucoup qui se retrouvent naturellement? Non, il doit y avoir ça Oui, aussi. alors, bon, c'est la beauté de l'Union européenne, c'est d'essayer de faire des normes à peu près Ouais, le standards. passeport européen, ouais. Voilà, le passeport, il reste qu'il y a quand même des tas de petites différences culturelles, des différences Ouais. bon, il y a quand même aussi des petits points administratifs un petit peu différents, des systèmes de règlement de livraison, etc. On voit bien, on va peut-être parler des différentes bourses tout à l'heure, Ouais. mais en zone euro, combien il y a 4 ou 5 ou 6 ou 7 bourses. Ouais. Alors, il y en a des plus grandes, il y a Euronext, il y a Xetra. Bon, mais après ça, vous avez aussi la bourse Borsa italienne en Italie, vous avez Madrid, Bruxelles. C'est un petit peu tout ça. Aux États-Unis, c'est très simple. On a un produit, on le cote et ça couvre tous les Ouais. États-Unis. Donc, il y a des petites différences structurelles qui font qu'à la marge, c'est un petit peu différent, mais on est quand même voilà, sur un. Et est-ce que la Sur des- réglementation en Europe est plus contraignante que celle aux États-Unis ou c'est le contraire? Alors, je ne me prononcerai pas, je ne suis pas un expert de celle des États-Unis. Mais sinon, mais en fait, pour moi, c'est à peu près, ça doit être à peu près équivalent quand même D'accord. aujourd'hui. Les grands pays développés ont à peu près les mêmes approches. Tout converge, essaie de protéger des mauvaises pratiques les investisseurs et les bonnes idées de l'un sont reprises par l'autre. Bon, après ça, il peut y avoir en termes de contraintes commerciales des choses plus ou moins compliquées, mais dans le fonctionnement, c'est pareil. C'est vraiment ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le fait qu'il y a, notamment au niveau commercial et marketing, les pays peuvent Ouais. être très, très différents. On le voit aujourd'hui sur les labels ESG, vous avez un label à un endroit, ça ne va pas marcher à l'autre, etc. Donc, Ouais. et comme on est dans une industrie sur laquelle on veut faire des gros produits pour qu'ils soient très peu chers, très efficaces Ouais. et bien gérés, ben, si vous, plus vous resegmentez les besoins, plus vous avez des forces qui sont contraires à l'objectif recherché. D'accord. Alors effectivement, typiquement sur les bourses, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs bourses. Donc vos ETF, ils sont cotés effectivement parfois sur plusieurs bourses, ce qui ne doit pas être super Mais, simple, mais bon, la plupart des acteurs, certains acteurs le font aussi. Comment est-ce que vous choisissez les bourses sur lesquelles vous allez être coté? Quel est l'impact? Comment ça marche d'être coté sur plusieurs bourses finalement? Moi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus Euronext Amsterdam que Paris. Comment ça se fait? Moi, je remarque de manière générale que Xetra est souvent plus utilisé, voire les bourses italiennes que Paris. Pourquoi est-ce que Paris est derrière? Quelle est votre analyse sur le marché? Est-ce que les particuliers auraient intérêt à prendre la bourse la plus liquide, l'endroit où c'est le plus liquide? Vous pensez que ça sert à rien? Quel est votre point de vue? Là, j'ai posé beaucoup de questions en même temps, mais non, mais voilà, c'est un point important parce que c'est à la fois, quoi, il y a à la fois des côtés pratiques et des côtés coûts, et puis et il y a pas mal d'éléments. Alors, le premier point, c'est que nous, en tant que fabricants d'ETF Hmm, et promoteurs d'ETF, à la base, ce qu'on recherche, c'est avoir la meilleure liquidité sur le produit, ouais, donc que ça coûte le moins cher possible pour les utilisateurs de l'acheter, pour qu'il n'y ait pas de moins de frottement possible à ce niveau-là. Donc, pour qu'il y ait plus de liquidité, l'idée, c'est qu'on va essayer de ne pas multiplier trop les bourses, parce que plus on les multiplie, ben, plus ça va fragmenter les opérations sur différentes places. Alors, dans l'idée au début, chez Vanguard, on a essayé de faire une approche qui était d'avoir une place de cotation par devise. Donc, on allait coter à Londres en sterling, mhm, Euronext en euros. Et puis, petit à petit, on a quand même eu des besoins en fonction des pays parce qu'il se trouve que justement, la force contraire par rapport à ça, c'est que quand vous êtes investisseur allemand, vous avez des frais au niveau des particuliers. Alors, je ne parle pas des marchés institutionnels ou professionnels qui sont assez fluides, mais les particuliers ont très très vite des frais élevés, voire très élevés, quand ils traitent sur des bourses étrangères, en fait. ouais, Et un des gros avantages d'Euronext, c'est que dans l'ensemble du périmètre Euronext, donc Amsterdam, Paris, etc., il y a une interconnexion des systèmes, ce qui permet, en règle générale, il y a toujours des exceptions parce que la tuyauterie est compliquée, mais en règle générale, les systèmes permettent à tous les pays où est Euronext de traiter les produits comme des produits locaux. Et donc, c'est pour ça, alors comme on l'a fait sur Amsterdam, on ne l'a pas refait en France.
Et du coup, les produits sont accessibles comme un produit s'il était coté à Paris, quand c'est à Amsterdam, sur presque toutes les plateformes et presque toutes les banques, en fait. Ouais. C'est vraiment exceptionnel quand ils ne le traitent pas de la même manière. Par contre, nos produits sont aussi cotés sur Xetra, et là, en règle générale, alors c'est un très beau marché, très liquide, qui est intéressant pour les ETF, mais ça va coûter plus cher pour un investisseur français, en règle générale, en termes de Ouais. frais de transaction. Alors, vous parlez de la liquidité, c'est un sujet toujours compliqué, la liquidité, parce qu'il y a quand même la liquidité faciale sur le marché, le carnet d'ordre. Ouais. La liquidité, elle vient quand même beaucoup du sous-jacent. Oui. C'est sûr que, quel que soit le carnet d'ordre, quand on trade, quand on investit sur un ETF S&P 500, ça va être beaucoup plus liquide, quoi qu'il arrive, que sur un marché, je ne sais pas, des Philippines, j'en sais rien, Oui, par nature. c'est sûr. Mais vous pensez que ça a quand même un impact, la liquidité faciale du carnet d'ordre, et que c'est quelque chose à regarder? Alors, quand on passe un ordre sur un ETF, c'est très important de regarder le carnet d'ordre et essayer d'éviter les ordres au mieux ou qui sont Oui, au prix de marché, et vraiment de mettre un ordre à l'intérieur ou pas trop loin des bornes qui sont affichées, parce que même si à un moment donné vous êtes à l'intérieur des bornes, il peut y avoir très rapidement un acteur qui se met en face de vous qui sera quand même intéressé. Euh, Même si vous êtes, si vous êtes entre le bid et l'ast, il faut vraiment essayer de se positionner entre les deux, plutôt que d'avoir un ordre plus ouvert, oui. qui peut être exécuté à un prix du coup assez variable. Alors sur les produits extrêmement liquides, c'est pas très grave. Quand on est sur des produits un peu plus de niche, c'est Ouais, important. d'accord, il faut faire attention. Donc, en fonction de la bourse, Le carnet d'ordre donne quand même une bonne indication, et ça permet de se positionner, de mettre une limite qui soit à la fois atteignable pour que l'ordre s'exécute, mais aussi être sûr que ça ne parte pas dans le décor. d'accord. Et donc oui, donc le fait d'être coté à Amsterdam fait que c'est disponible dans la plupart des comptes titres. Certains ETF sont disponibles sur le PEA. Oui. Quelques-uns, ceux qui sont effectivement de la zone euro, parce que vous avez que des ETF en réplication directe. Physique. Ouais. Voilà. Et puis, on a aussi dans quelques assurances vie. Oui. J'ai quand même remarqué. Malheureusement pas assez. On essaye de développer ça, mais ça va doucement. Mais pas, oui, alors à ce sujet-là, il y a une chose que je trouve intéressante quand même à reprendre en perspective, c'est que depuis qu'il y a eu des changements fiscaux avec la flat tax, aujourd'hui, alors le PEA a toujours un petit avantage en termes de fiscalité par rapport au plus-value, mais sinon, et ça permet, je pense, d'avoir beaucoup plus de flexibilité et de ne pas avoir de contraintes par rapport à l'exécution des ordres et à l'univers de ce qu'on veut acheter, mais le compte titre est redevenu un produit finalement très, très compétitif et qui est au même niveau que beaucoup d'autres produits, en l'occurrence que l'assurance vie, et qui donc est un support intéressant et assez pratique. Oui, c'est vrai, parce que dans l'assurance Enfin, vie, une il peut enveloppe. y avoir un gain fiscal, et encore pas dans tous les cas, et il y a des Ouais. frais qui sont quand même nettement supérieurs par rapport à un compte titre, où les frais sur un compte titre sont quand même au ras les pâquerettes en Il général. y a des offres très, très, très compétitives. Voilà, ça peut. Et alors, mais j'ai quand même pu observer que parfois, les ETF Vanguard étaient, dans certains cas, malheureusement, pas tous, pas toujours accessibles, y compris sur des CTO, pour des raisons obscures, où on nous dit que le document d'information de l'investisseur n'est pas en français, que on l'a pas, qu'il faut peut-être demander à notre intermédiaire, mais enfin, le broker dit ah, mais on passe par notre intermédiaire qui l'a pas. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour. Alors, déjà, oui, tout, quoi, en tout cas, la plupart et la quasi-intégralité des produits que nous proposons sont accessibles au marché français. Ouais. Il n'y a pas de problème réglementaire par rapport à ça. Les documents clés pour l'investisseur sont en français. Et donc, la réglementation européenne demande ça et c'est en phase. Il n'y a aucun loup là-dedans. Après ça, il peut y avoir, alors sur les assurances vie, c'est assez fréquent que les produits, il y a vraiment une politique de référencement qui peut déjà ne pas être très favorable aux gestions passives à faible frais.
Et deuxièmement, deuxièmement, il y a un petit peu des habitudes qui ont été prises autrement. Donc, et après ça, quand c'est des comptes titres ou des PEA, normalement, il n'y a pas de contraintes ou même quoi. Il y a tous les aspects de tuyauterie par rapport au règlement livraison, mais on est aux standards vraiment les plus élevés et, et, et ça ne devrait pas poser de problème. Donc, s'il y a des organismes qui bloquent, il faut vraiment essayer de. La première chose à faire, c'est de voir avec le service client et leur demander si eux-mêmes peuvent faire remonter l'information en interne pour débloquer les choses. Éventuellement, on peut aussi nous envoyer un petit email pour voir si de notre côté, on peut essayer de faire bouger. D'accord. Mais c'est sûr que plus c'est toujours pareil, c'est un petit peu la demande qui peut faire bouger les choses. C'est pas, quand il y a un blocage, c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué. Mais enfin, il faut pas désespérer, il faut essayer au contraire. D'accord, ça marche. Alors, je passe un petit peu du coq à l'âne. Je reviens sur les ETF de Vanguard. Bah, quand on les regarde, on voit que vous utilisez comme indice de référence des indices FTSE, alors qu'il y a beaucoup des autres émetteurs d'ETF qui utilisent MSCI. Le self-indexing aussi se développe en raison de ce que j'ai compris des coûts de l'indexing. Ouais. Ça s'est fait un petit peu au hasard, c'est une politique, vous pensez que c'est mieux ou il n'y a pas plus de choses à dire sur ce sujet-là? Non, mais je pense que s'il y a une chose à dire importante, c'est qu'il n'y a rien à dire. C'est que Ouais. finalement, c'est que en fait, et c'est ce qui a guidé le fait que Vanguard historiquement était aussi avec beaucoup de produits MSCI, on en a toujours, mais nos ETF aujourd'hui sont construits avec FTSE, FTSE, parce que justement, on pense qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre. Historiquement, il y avait quelques acteurs qui ont créé des indices et qui étaient vraiment pionniers. Et à l'époque, il y avait une différence de qualité entre les différents acteurs. Aujourd'hui, il y a il y a une certaine compétition au niveau des fournisseurs d'indices. Ouais. Et donc, il y en a plusieurs d'entre eux qui font des produits de grande qualité. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, justement parce qu'on a fait jouer la concurrence, on a décidé de développer toute cette gamme d'ETF avec FTSE. Pour donner un ordre d'idée, et c'est une référence qui permet de bien situer les choses, un indice MSCI, c'est environ 85% de l'univers, les indices MSCI classiques, hein, 85% de l'univers sous-jacent. FTSE, c'est 90%, donc ça va un tout petit peu plus loin, c'est pas fondamentalement différent. Les deux structures, nous, on ne va pas dire qu'il y en a un qui est techniquement mieux que l'autre. Par contre, il se trouve qu'on a eu des conditions commerciales intéressantes et que ça fait partie de l'alchimie pour Vanguard, justement, plus on réduit nos frais, plus finalement l'investisseur final en bénéficie. Et donc, ça fait partie un petit peu de l'alchimie de notre fonctionnement, d'essayer d'avoir des structures à la fois de très grande qualité et solides, mais aussi compétitives. Donc, il se trouve que pour nous, avec FTSE, on a pu faire cette combinaison et on est parti pour notre gamme d'ETF sur ce fournisseur d'indices. Et avoir 90% d'un univers donné, ça permet vraiment d'avoir un produit bien diversifié et qui va être robuste. Et dans cette approche de produits de fonds, quoi. Vanguard a vraiment dans son ADN d'avoir des produits très larges et très diversifiés. On a chez nous, vous verrez, beaucoup de produits globaux. On a des produits aussi par région, mais on va rarement descendre au niveau du produit, du secteur, du sous-secteur, avec des Ouais. choses qui deviennent, à notre avis, beaucoup plus spéculatives et beaucoup plus volatiles, qui peuvent être intéressants pour certains investisseurs. Mais nous, on va vraiment chercher à avoir plutôt des produits de cœur de portefeuille de long terme qu'on peut, et l'idée, et une fois qu'on les a mis dans son portefeuille, c'est qu'on pense que ça correspond à ce qu'on va avoir comme allocation stratégique sur le long terme, pas forcément donc de les bouger à chaque instant. Et donc, dans D'accord. cet univers-là, des produits très larges, très diversifiés, c'est vraiment ce qu'il faut. D'accord. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'asset managers dans le monde de la gestion passive qui développent les fonds thématiques, hein, Oui. effectivement, qui peuvent être très étroits. Voilà. Et puis aussi des fonds qu'on va appeler ESG, hein, Oui. environnement, social et gouvernance. Quelle est la position et il y a beaucoup de débats sur ce sujet de l'ESG, Compliqué. avec certains qui pensent que c'est du greenwashing, d'autres qui pensent que c'est l'avenir. Bon, voilà, tout un Ouais. débat. Quel est le positionnement de Vanguard sur ce sujet
l'investissement socialement responsable, l'ISR, l'ESG, on l'appelle un peu comme on veut. Ouais. Alors, je crois que chez Vanguard, on prend toujours notre temps avant de développer les produits. Et donc aujourd'hui, on commence à avoir un petit peu d'offres sur le segment. Mais l'ESG est un domaine qui est particulièrement compliqué, ce qui explique aussi un petit peu cette inertie. Parce que derrière l'ESG, en fait, il y a des approches qui sont extrêmement différentes, même sur un même titre ou une même définition. On va voir, sans parler de greenwashing, mais ça peut être des contenus extrêmement différents. Et on réintroduit ce qui est un petit peu l'opposé du mode de raisonnement d'un gérant passif, c'est qu'on réintroduit beaucoup de subjectifs dans l'ESG. C'est-à-dire que les notations, la manière dont on construit les portefeuilles, ça s'applique peut-être bien à la gestion active, mais à la gestion passive, si on prend des notes d'une agence de notation et qu'on les applique de manière systématique, on va avoir un produit très différent du voisin à côté qui va prendre une agence différente. Et alors qu'on va faire le même produit avec les mêmes objectifs, on va avoir des choses qui ne sont pas du tout pareilles. Et donc, nous, ça nous génère relativement ce côté-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est plutôt sur une approche de dire, alors il y a des avantages et des inconvénients, hein, mais de dire on va faire quelque chose qu'on veut le plus carré possible et le plus transparent, donc on va faire un produit qui va être par exclusion sur un certain nombre d'activités principalement, donc des produits où il n'y aura pas de tabac, pas d'armement, pas d'énergie fossile, etc. Et au moins, on sait que les entreprises sont catégorisées et de manière assez fiable quand même, on sait que les entreprises qui sont dans ces domaines-là ne seront pas dans le portefeuille. Et c'est relativement binaire, plutôt que de dire celle-là est un peu mieux que celle-là ou l'inverse sous tel aspect. Effectivement, là, pour nos auditeurs, ouais, pour nos auditeurs, effectivement, il y a différentes façons de faire l'ESG. Il y a l'exclusion, comme vous l'avez dit. Après, la plupart des fonds qu'ils utilisent plutôt, l'autre, c'est le best in class. C'est effectivement pour chaque industrie, y compris des industries où on ne serait pas nécessairement en accord, des industries polluantes, disons-le, se retrouver avec les meilleures notes dans cette industrie-là. Et en général, en tout cas en Europe, c'est la solution qui est la plus souvent adoptée, effectivement. Et donc, vous êtes parti plutôt, vous, sur l'exclusion. Voilà. Alors, exclusion, mais alors, tout en gardant aussi, en ayant sur un univers assez large, en excluant une partie de l'ordre d'une vingtaine de pourcents, ce qui fait que ça permet quand même de garder une base assez large. C'est aussi la chose qu'on garde par rapport à l'ESG, c'est-à-dire qu'on veut que le portefeuille reste très diversifié puisque on veut faire des portefeuilles de long terme et donc on ne veut pas réduire trop l'univers d'investissement et donc cette approche veut essayer de garder un nombre d'entreprises et de lignes très très importantes dans les produits. D'accord. Après, moi, à titre personnel, je trouve que l'exclusion, pourquoi pas. Après, je trouve que ça. Mais il y a des biais derrière, du coup. Mais du coup, il y a des biais. Alors après ça, on connaît les biais aussi. On sait ce qu'on. Voilà. Et il y a encore plus de lien avec l'éthique et une éthique personnelle. Parce que pourquoi exclure tel secteur plutôt que tel autre? Chacun peut avoir son avis. Là, on a vu dans les récents débats, par exemple, je ne sais pas, les pharmaceutiques. Quelqu'un pourrait dire que c'est très bien et quelqu'un d'autre pourrait dire que c'est très mal. On l'a vu dans le débat public. C'est sûr. Ouais. Non, tout à fait. Il n'y a pas de solution parfaite. Voilà. Alors, on a essayé de faire quelque chose, en tout cas, qui soit clair de notre côté. Mais ce n'est pas forcément aujourd'hui il n'y a pas de solution parfaite, en fait. Donc, vous avez des produits en Europe aussi sur… Alors, quelques-uns, c'est un petit peu le début. Ils ne sont pas officiellement ESG parce qu'ils n'ont pas forcément les normes françaises, justement. Donc, ils ne sont pas officiellement ESG. Et ils ne sont pas à être considérés comme ESG, mais néanmoins, il y a quand même cette approche qui veut donner un filtrage par rapport à ça. D'accord. Alors, dans ce thème de l'ESG, il y a aussi un thème qui me semble très important dans le débat et dans le débat de l'asset management, c'est comment est-ce qu'on vote et comment est-ce que vous votez pour nous, finalement, aux assemblées générales. Alors, parce que quand on prend un gestionnaire d'actifs, on lui délègue son argent, mais on délègue aussi son droit de vote. À mon sens, il n'y a pas de raison que ce soit séparé et j'espère qu'un jour, on trouvera une solution pour que ça ne soit pas séparé en faisant du proxy voting. Je ne sais pas comment on fera.
Je crois que ça a Avec commencé. le big data. Voilà, peut-être qu'il y aura moyen de faire ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, quand on prend un fonds chez vous ou ailleurs, c'est bien le gestionnaire d'actifs qui vote. Et qui vote donc en fonction d'une vision. Donc, c'est quoi la vision de Vanguard sur ce sujet? Surtout que vous êtes un énorme asset manager. On a vu les débats sur certains de vos collègues, où effectivement, en disant, bah, à vous trois, là, les plus gros, vous aviez dans certaines entreprises 30, 40 ou 50%. J'exagère un peu. Dans la vérité, enfin, quand j'avais regardé, en tout cas en France, c'est peut-être pas aussi énorme, mais ça peut être important. Et en tout cas, c'est de plus en plus important. Donc, moi, il me semble que c'est un débat important. Donc, c'est quoi le positionnement de Vanguard sur ce sujet, et particulièrement en Europe et en France, s'il y a un sujet? Je crois que c'est un point super important parce que, en effet, le fait d'être actionnaire, c'est un droit de propriété. Et donc, en tant que gérant, on exerce ce droit de propriété et c'est quelque chose qui, depuis 10 ans, a énormément évolué chez tout le monde, en fait. Donc, et qui va encore évoluer probablement, d'ailleurs. C'est vraiment quelque chose qui est en devenir et on a fait des énormes efforts. Tout le monde progresse et essaye de progresser dans le bon sens par rapport à ça. Et à la base, d'ailleurs, ça permet aussi de se dire finalement, est-ce que la meilleure manière de faire de l'ESG, c'est d'exclure ou de ne pas être sur les entreprises mauvaises, ou est-ce que justement, il faut continuer à en être actionnaire et essayer de les faire évoluer? C'est une question à laquelle on peut réfléchir, mais on peut avoir les deux avis différents. Et au-delà, avant même le vote, comme nous sommes un très gros actionnaire de quasiment toutes les entreprises mondiales, on est conscient qu'on a un pouvoir important et que ce pouvoir, il faut qu'on l'exerce de manière positive justement pour aller dans le sens de l'amélioration des pratiques, de la transition énergétique, etc. Et donc, par rapport à ça, parce que derrière, c'est l'intérêt de tout le monde. Alors, c'est l'intérêt, bien sûr, qu'on comprend à long terme pour tout le monde, mais même pour l'investissement, il n'aurait pas vraiment de sens si on est dans un univers, un environnement dégradé. Donc, il y a vraiment ce push très fort qui a été fait avec plusieurs niveaux qui sont déjà de publier, vous trouverez sur notre site la politique de vote et la manière dont on pense qu'il faut pratiquer pour évoluer dans le bon sens. Il y a le fait aussi d'avoir, quand il y a des points qui ne nous semblent pas bien traités par des entreprises, d'avoir ce qu'on appelle des engagements, donc des dialogues avec les entreprises pour les faire évoluer par l'intérieur et leur dire ce que nous, on attend d'elles. Et puis, in fine, il y a le vote, qui est la sanction un petit peu finale de est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord avec ce que propose le conseil d'administration par rapport à tel ou tel élément ou des actionnaires qui déposent des résolutions. Et donc, tout ça, ça donne un certain nombre d'éléments qui permettent vraiment de mettre en œuvre une politique. Aujourd'hui, on a une équipe qui est une énorme équipe de près de 70 personnes, je crois, qui suit ça dans le monde. Alors, il y a énormément d'entreprises à suivre, mais c'est quand même, c'est des équipes. Il faut se rendre compte qu'il y a 10 ans, il y avait 5 ou 10 personnes qui faisaient la même chose, quasiment de manière automatique. Voilà. Donc, c'est vraiment une évolution très, très forte, avec derrière beaucoup de principes, beaucoup de choses qui sont positives, alors qui sont mises en œuvre plus ou moins vite chez les uns ou chez les autres. Nous, on insiste beaucoup sur le dialogue avec les entreprises pour essayer de les faire évoluer. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus à dire, voilà, moi j'ai voté négativement à tant de pourcentage, donc je suis très fort parce que je vote beaucoup négativement. Est-ce que c'est la solution? Enfin, Voter négativement, ça veut dire voter contre les propositions du management, c'est ça? Voilà, ou sur telle résolution environnementale ou autre, être en opposition avec l'entreprise. C'est pas, voilà, quoi. Il y a un certain nombre d'outils de communication, de dialogue et de vote qui permettent d'essayer de faire progresser les choses dans ce sens-là. Voilà. Et Vanguard qui a rejoint, comme d'autres asset managers, mais on a rejoint assez rapidement l'initiative net zéro des asset managers. Donc, c'est par rapport au carbone, c'est vraiment des choses qui nous tiennent aussi à cœur, bien sûr. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire évoluer plus de l'intérieur. L'exemple type, c'est l'entreprise qui fait de l'électricité avec beaucoup de charbon. Elle peut vendre ses usines à un fonds d'investissement qui n'aura pas de problème de gouvernance, et puis elle se met à faire de l'énergie verte. Mais à côté, il y a une sorte de perte de valeur instantanée pour cette entreprise qui va être obligée de brader son investissement
Et derrière, comme on continue à consommer de l'électricité, qu'on en a toujours besoin et qu'on n'en a peut-être pas assez avec les dispositifs existants, ces investisseurs des fonds privés font le pari qu'ils ont encore quelques beaux jours devant eux. Alors que si ça restait dans les entreprises classiques, il y aurait peut-être une capacité de transition plus rapide si ce n'était pas complètement blacklisté de la sorte. Donc il y a à la fois une dynamique, il y avait plusieurs choses à prendre en compte. L'idée, c'est d'avoir une approche vraiment très, très raisonnée par rapport à ça et, et la plus adaptée possible. Donc voilà quelques mots sur C'est un sujet compliqué, vote. effectivement. Mais important. Encore une fois, mais voilà, c'est très important et c'est devenu fondamental et on y attache beaucoup d'importance et d'énergie et de ressources. Alors, on arrive bientôt à la fin et il y a quelque chose dont je voudrais parler, c'est effectivement quelque chose que j'attendais depuis longtemps et je ne l'avais pas vu par moi-même, on m'a prévenu, on m'a dit, tiens, qu'est-ce que tu penses des produits Life Strategy de Vanguard? Et ça faisait longtemps que je me disais, mais pourquoi est-ce que ça n'existe pas en Europe et en France? Donc, c'est des fonds qui font de l'allocation d'actifs. Je dis fonds parce qu'un ETF, c'est un fonds, hein, qui font de l'allocation d'actifs pour nous, qui mélangent des actions et des obligations et qui font le rééquilibrage et tout ça. Et finalement, on a besoin, moi j'ai toujours dit qu'on avait besoin que de deux fonds, un fonds action et un fonds obligataire qui peut être un fonds en euros. Ben finalement, on peut toujours fine-tuner, mais finalement, avec ça, on n'a besoin que d'un fonds, en fait. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de ces nouveaux produits, effectivement? Alors, c'est un petit peu, oui, comme vous disiez, vous l'attendiez depuis longtemps, c'est un petit peu l'œuvre de Christophe Colomb. C'est très simple, mais ça n'avait pas été fait. Ouais. Et c'est tout simplement des produits qui ont une allocation stratégique action, donc une répartition action-obligation qui est sur un pivot stable et qui est donc rebalancé assez systématiquement pour rester sur ce niveau de risque action-obligation. Et donc, en fait, il y a une suite, il y a 4 produits comme ça, qui vont offrir des expositions de 20, 40, 60 ou 80% en actions, et le reste est en obligation. Et ça permet en fait du coup d'avoir de ne plus se soucier justement de rebalancer son portefeuille, etc. C'est fait directement dans le produit. Avec ce côté systématique. Le côté systématique, c'est, alors on peut se dire oui, mais il y a des moments, est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait avoir vendu les actions et puis acheter, je sais pas, autre chose à la place? On se rend compte quand même souvent que les gens réagissent a posteriori et que c'est très très difficile. Alors il y a des choses qu'on peut anticiper, mais il y a beaucoup de choses qui sont des chocs exogènes qui arrivent et sur les grands côtés d'allocation tactique, c'est très compliqué finalement d'avoir raison sur la durée. Et donc, ces produits, quand on regarde la manière dont ça se comporte sur le long terme, sont, de même que la gestion passive en règle générale, sont très efficaces aussi. Et ça permet plutôt d'avoir un produit 100% action, d'avoir un mix entre actions et obligations. Dans la construction, donc, on est sur des univers monde all countries, donc y compris les émergents. Les actions ne sont pas couvertes du risque de change. Par contre, les taux qui sont là plus pour sécuriser le portefeuille sont couverts du risque de change. Et donc voilà, c'est un univers taux aussi qui est un univers monde all countries, donc très diversifié, pas seulement des taux euros ou des taux monde, investment grade. Et donc ce type de produit, voilà, dans certains pays, ils existent depuis 10 ou 15 ans. On a ça en Angleterre depuis plus de 10 ans. Et c'est devenu des segments, des pièces maîtresses de l'univers de ces fonds diversifiés, où ils ont en plus, alors nous, ils vont avoir bientôt 2 ans d'ancienneté en zone euro, mais quand on voit que sur la durée, les track records sont vraiment très solides, en fait, dans les pays où ils sont là depuis assez longtemps. Et donc c'est des solutions vraiment très simples. En anglais, ils appellent ça One Stop Fund, One Stop. Oui, ou alors un fonds simple pour démarrer aussi. Voilà. Si on a des idées très précises sur je veux acheter telle ou telle chose, c'est différent. Mais si on veut vraiment quelque chose de pratique à utiliser et qui permette de ne pas être 100% forcément 100% action, c'est très efficace, c'est très utile.
Et quel est un peu je dirais, l'algorithme derrière pour faire l'allocation? C'est fixe ou il y a un petit algorithme, pas en fonction des marchés, mais pour maintenir une volatilité, pour faire de la max diversification, des petites choses comme ça? Ou comment ça Il y se a, il passe? y a- il y a un petit peu d'algorithme, mais c'est plus autour des coûts. Parce qu'en fait, si vous achetez que vous vendez en permanence, il y a quand même une D'accord. fourchette entre le cours d'achat et le cours de vente. Donc, Mmh. faut pas, c'est toujours pareil entre quand on fait quand on fait du rebalancement de portefeuille, Ouais, il y a un coût lié à ce rebalancement. Et donc, l'idée, c'est d'essayer d'optimiser ça et d'avoir des tolérances par rapport justement à ces notions de coût qui permettent vraiment d'optimiser et de le faire le gérant passif. Nous sommes gérants passifs. L'idée, c'est de ramasser les pièces d'un centime ou de 5 centimes qui ouais, traînent par terre. Et donc, c'est des tout petits profits de la sorte qui s'accumulent et qui s'accumulent, fait que le produit va être un bon produit. d'accord. Et, la gestion passive, c'est à la fois très simple parce qu'on dit on achète un indice, mais derrière, c'est une multitude de petits détails, de technologies, d'optimisateurs qui vont permettre que tout ce qu'on fait soit toujours optimisé au mieux. D'accord. Et donc, c'est cette idée-là qui est gardée ici. OK, c'est intéressant. Et alors techniquement, est-ce que c'est classé comme un fonds, passif ou actif? Parce que pourquoi est-ce que je pose la question? Parce que parfois, il suffit de mettre un tout petit peu d'algorithme et on est classé. Alors, c'est une Oui, question personnelle de savoir comment on est classé. Je me souviens, par exemple, de vos fonds Smart Beta avec du momentum, etc., qui, il me semble, si je était me souviens actif. bien, étaient classés en actif, Oui. bien qu'ils Et étaient vous avez raison largement parce passifs. que vous avez raison parce que ceux-là sont parce que justement il y a cette petite marge de, de différence par rapport à un indice pur et simple. Ils sont classés en actifs, même si conceptuellement c'est du quasi passif en fait. D'accord. Bon, OK. Voilà, Donc voilà. ça, Et c'est derrière, ça aussi, c'est plus pour l'intérêt de la chose, mais c'est aussi la particularité d'être un ETF d'ETF. C'est-à-dire qu'à ouais, chaque fois, en fait, cet ETF-là investit dans d'autres ETF, mais tout en faisant bien garde, puisque vous l'avez compris, je l'ai répété souvent, les frais, c'est super important. Donc, le total des frais est de 25 centimes, y compris la couche inférieure. Donc, l'ensemble, ça coûte 25 centimes ce produit. en tout. Donc, OK. 0,25%. Ouais, ouais. Donc disponible sur compte titre et pas sur Bon, assurance mais vie ça encore. va, voilà. Bon, voilà. Ouais, ouais. Un jour peut-être, on J'espère espère. bientôt à Assurance Vie, parce que c'est des produits justement bien adaptés à ce type d'épargne à long terme. D'accord. Et est-ce que vous avez prévu de faire des target date funds? Alors, ça existe Qui dans est certains pays, ouais, Oui? tout à fait, on en a, ça se développe En beaucoup. Europe aussi? Mais en Europe, on en a, je crois, en Angleterre, mais c'est surtout aux États-Unis, on en a beaucoup. Ouais, ouais, c'est pour ça, ouais. Alors C'est j'explique en 2 mots le concept, hein. Donc c'est ouais, la même chose avec une allocation d'actifs, mais cette allocation d'actifs, bouge au sein du fonds en fonction dont on se rapproche de la date qu'on s'est fixée. Typiquement, la date où on va partir à la retraite. C'est pour ça que target date, ça veut dire un fonds à échéance, avec une date cible, en fait. Voilà. Et ouais, c'est ouais. pratique parce que là, il n'y a pas besoin de rééquilibrer en fonction de des événements de vie, notamment, par exemple, si on veut dérisquer au fur et à mesure qu'on approche de la retraite, qui est une solution qui est pas indispensable, hein, on n'est pas obligé de le faire, mais qui peut être intéressante. Alors, est-ce que vous avez prévu de faire ça en France? Non, en tout cas, c'est pas. Aujourd'hui, on a lancé ces produits Life Strategy, on voudrait les développer un peu. Ça a bien démarré, puisqu'on a dépassé les 500 millions d'encours sur cette gamme-là depuis peu. Voilà, mais après ça, peut-être par la suite, mais ce n'est pas un projet immédiat. En tout cas. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez comme projet pour l'Europe et la France? Non, mais je crois que l'idée, quoi, pour nous, vraiment, c'est la manière dont. C'est plus. On a tous les produits, toutes les briques pour faire des choses intéressantes. Aujourd'hui, on vient d'un monde en Europe où on était très institutionnel ou investisseur professionnel. Ce qui n'était pas du tout le cas aux États-Unis, où inversement, depuis l'origine, on a beaucoup de clients particuliers. Et donc, petit à petit, il y a ce chemin qui est fait de se rapprocher des particuliers. Donc, aujourd'hui, on travaille à être plus présent et dans la mesure où ces canaux de distribution s'ouvrent, ça devient plus facile, mais être plus présent auprès des banques privées, auprès d'un certain nombre de distributeurs. Les asset managers, on travaille déjà pas mal avec eux pour leurs propres besoins dans leurs fonds. Les assureurs aussi, bien sûr. Et donc, c'est cette idée de petit à petit rendre nos produits de plus en plus accessibles aux clients finaux.
D'accord. Alors justement, ça me posait une autre question, là, on a bientôt fini, mais en Europe, vous vendez plutôt à des particuliers ou à des institutionnels, hein, finalement? C'est quoi Alors, votre... ça dépend beaucoup des pays. Ouais, alors alors, d'accord. Mais donc, il y a pas mal de pays qui sont justement qui sont très orientés sur les particuliers ou les conseillers en gestion de patrimoine, Ouais, comme l'Angleterre notamment, l'Italie. En France, on a quand même, on est là depuis 2005, si je ne me trompe pas. Donc, on a développé quand même pendant de très nombreuses années une clientèle professionnelle, institutionnelle. Et donc, on a aujourd'hui quand même encore un gros bloc de cette clientèle professionnelle. d'accord. Voilà, donc c'est un mix un petit peu en fonction des pays et de l'ancienneté des structures aussi. D'accord, ça marche. Bah, écoutez, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose qu'on aurait oublié, que vous voulez dire particulièrement? Je crois qu'on a fait un très bon tour, hein. Non, 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 c'est bien, hein. C'était très complet. Et oui, je crois que mon travail, c'est justement de travailler à ce que nos produits soient les plus accessibles possibles. Voilà, parce que c'est les nôtres, donc bien sûr, on les aime bien, mais c'est surtout, je pense que c'est l'assurance quand vous avez des produits Vanguard, que c'est vraiment des produits faits, tout est fait dans l'intérêt des investisseurs, c'est des univers très larges, des frais très faibles. Voilà, il n'y a pas de, c'est vraiment, c'est notre credo, c'est notre raison d'être, et c'est ce à quoi on travaille tous les jours. Génial. Bah, écoutez, je voulais vous remercier parce que j'étais ravi de recevoir effectivement quelqu'un de Vanguard qui est, comme je disais, quand même un, un- et son fondateur en particulier qui est très important pour les gens comme moi qui sont fans de gestion passive et qui écrit sur le sujet depuis très longtemps. Donc ça a été toujours très inspirant pour moi. Il y a beaucoup de papiers d'ailleurs qui sont écrits très formateurs, alors plutôt sur le marché américain, mais quand même voilà, qui sont très intéressants. Là, je vous remercie aussi pour toute cette documentation qui est vraiment très riche. Donc, j'étais ravi aussi de vous avoir là, nous donner beaucoup d'informations sur l'envers, enfin, ouais, sur ce qui se passe derrière le rideau. Et donc, je pense que ça va intéresser beaucoup de mes lecteurs et des gens sur YouTube. Et ben, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ok, ben super. Ben merci en tout cas de cette interview et à bientôt. Au revoir.